Bonsoir à tout le monde, à toutes, à tous, alors de tous les continents, voire de l'hémisphère nord quand même, et puis de toutes les zones du domaine Picard aujourd'hui, dans les auditeurs, les auditrices, c'est bien, de- du Tournaisis jusqu'à l'Oise, en passant par l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, c'est bien, c'est bien. Le domaine linguistique Picard est bien représenté pour s'intéresser donc aux personnages que nous avons en photographie à l'écran, c'est Géo Librecht. Ça s'est créé Librecht pour les Français, mais ça se prononce Librecht, hein. On va l'entendre lui-même dire son nom. Donc, enfin, non, peut-être pas, mais enfin, le journaliste. Géo Librecht, qui est un personnage important de la littérature picarde de la deuxième partie du XXe siècle, qui était né en 1891, qui décédera en 1976, que je n'ai pas rencontré. Mais qui est aussi un académicien. C'est probablement le seul académicien qui soit en même temps picardisant et militant de la cause picarde. Vous allez se voir découvrir, à moins que je ne fasse que confirmer ce que vous connaissez déjà. Donc Géo Librecht, avec Géo Librecht, on est à Tournai, en Belgique, dans le sud de la Belgique. On est, comme la dernière fois, dans le Hainaut, hein, mais la partie belge du Hainaut. Et puis, donc, on a la même langue qu'avec Quertigné, mais avec un siècle de décalage, quoi, à peu près. Et puis, on retrouve des mots, des expressions, surtout du vocabulaire. Euh, D'après le Picard tournaisien étant particulier dans ses prononciations, là, c'est différent. Et puis, comme on a une période plus contemporaine, on a des enregistrements. Et je suis très content d'avoir des enregistrements de Jolie Break parce que jusqu'au mois de janvier de cette année, je n'en connaissais pas. Je me doutais que ça existait parce que la plupart de ces ouvrages ont été édités dans je vous donnerai un peu tout le détail de tout ça, dans une société qui s'appelle l'Audiothèque. Vous voyez, c'est l'Audiothèque à Bruxelles. Alors, qui dit audiothèque, dit audio quand même. Et donc, je connaissais la bibliothèque, une petite part de la bibliothèque publiée par l'Audiothèque, mais je ne connaissais aucun enregistrement. Et à force de chercher, à force de vraiment de fouiller, je suis tombé sur un site qui s'appelle l'AML, qui s'intéresse en Belgique à la conservation des œuvres littéraires poétiques et en particulier qui est le fonds qui a reçu les archives papier et les archives enregistrées de Géolibrecht, qui sont gigantesques. Et donc, je remercie beaucoup la conservatrice de la partie audio de l'AML, qui s'appelle Madame Florence Larpalestrier, qui peut pas être avec nous ce soir, mais qui m'a transmis des fichiers très précieux. Je dois dire, même pour moi, émouvant, la première fois que je les ai ouverts, entendre la voix de Jolie Breck, que je connais depuis... Oh, 45 ans dans sa littérature, dont tous ceux qui sont de ma génération, qui se sont intéressés au Picard, ont entendu parler ou ont lu le nom à minima, et autour de moi, personne n'avait entendu la voix de Jolie Bray, y compris des amis belges. Et donc, merci à Madame Larballestrier. Merci aussi à Bruno Delmotte, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous rejoindra dans les diffusions, qui m'a transmis quelques photos, quelques renseignements. Et puis, je dirais quelque chose qui est assez improbable, mais je le souligne, c'est la préciosité des archives départementales, notamment donc celle de la Somme, qui conserve un ouvrage qui est unique, qui n'est pas à l'université, qui n'est pas dans les bibliothèques privées ou associatives comme celle de l'Agence pour le Picard, qui n'est pas à la Maison de la Culture de Tournai, tout ça. Et donc cet ouvrage, qui est un petit peu mythique, parce que on n'en connaissait qu'un seul texte publié par René Debris dans une anthologie. Et donc on le verra ce texte, parce que je le trouve vraiment très bien. C'est un ouvrage posthume qui a été publié par Marcel Hanard et qui s'appelle L'Escamp-Albrocker. Je prends là, me suis fait un petit tirage à partir des archives départementales, ce que j'ai pu récupérer là-bas, enfin l'intégralité.
Donc on va voir tout ça, on va voir tout ça en deux séances parce que je pense qu'il est intéressant de découvrir l'homme, son parcours qui est absolument vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, c'est intéressant vraiment à approcher. Il n'est pas inconnu, hein, je ne vais pas apprendre que des nouveautés, mais il y aura des nouveautés dans l'ensemble parce qu'il y a j'ai trouvé des précisions, ça m'a étonné moi-même, c'est que personne ne s'est réellement penché sur une biographie de Géo Librec qui soit intégrale. Il y a beaucoup de biographies partielles, très nombreuses, puisque ne serait-ce que quand il est rentré à l'Académie belge, des lettres belges, il a, tout début des années 60, il a été reçu. Voilà, donc il y a des discours qui ont été faits, il y a des choses qui ont été publiées. Vous trouverez, tapez Géo Librect sur Internet, vous trouverez énormément de renseignements qui se recoupent, sont souvent les mêmes informations, plus ou moins vraies, plus ou moins déformées. Même dans sa fiche Wikipédia, il y a une grosse erreur. Pas son père qui était mineur, mais son grand-père maternel, enfin, des choses comme ça. Et donc, j'apporte que quelques précisions et je ne demande pas mieux que certains me tapent sur les doigts et me disent, mais non, ça c'est faux, ou bien ça c'est pas complet. Euh, en toute humilité, que j'ai fait ces recherches depuis, bah, on est là fin avril, depuis 4 5 mois, oui, ça fait quasiment 2 ans que je pense à Joli Break, depuis que je vous ai parlé de Paul Maillot, qui est aussi un Tournaisien, et avec qui Paul Maillot et Géo Brecht ont eu une conversation dans les années 50, et c'est Géo Brecht qui a mis Paul Maillot vraiment sur les étriers pour qu'il se lance dans l'écriture en picard. Géo Brecht a été une forme d'étincelle qui a allumé beaucoup de flammes. Je vous ai dit, il est décédé en 1976. Il aura aussi, par exemple, ne serait-ce que par la lecture de ces textes, inspiré des autres futurs auteurs picardisants tournaisiens et probablement au-delà pour écrire en picard. Et quelqu'un comme Paul André, dont je vous ai déjà parlé, qui est aussi un tournaisien, eh bien, a également une part de Géolibrec dans sa forme d'écriture, avec une énorme part personnelle. Bien, ce n'était que je triambule, comme on dit dans le canchon de Servan. Non, donc ça c'est la présentation. Alors Géo, c'est pas son prénom. Son vrai prénom c'est Georges. Ah, mais les trois premières lettres de Georges, ça fait Géo, hein, donc c'est pas Géo trouve tout, c'est Géo Librec. Il signe toujours Géo Librec, quasiment en attachant toutes les lettres, mais quand même un L majuscule à Librect. Et donc il est né à Tournai, au centre de Tournai, le 17 février 1891. Et donc son père, son père c'est un cordonnier au moment de sa naissance. Et puis ensuite il va devenir employé communal et il travaillera pour la caisse d'épargne de la ville de Tournai que les Tournaisiens ont connu. C'est une espèce de caisse communale qui a perduré très très longtemps, jusque dans les années 1970-80 peut-être. Et donc c'est une caisse communale, une caisse d'épargne communale. Sa mère est originaire de Dour. Dour, que les gens de la roulotte théâtrale connaissent bien, puisqu'ils sont basés en Irak et sont basés à Dour et Louge. Dour, donc on est à l'est de Tournai, on rapproche Mons, on est dans le Borinage, et on est au début, ou à la fin, ça dépend de quel côté on se situe, du bassin minier belge. Vu de la France, c'est le début. Et donc, ça sera son grand-père maternel qui est dans ce secteur-là, qui a été mineur de charbon. Et sa mère, personnage original, qui est une sorte de cartomancienne, qui est quelqu'un qui consulte des almanachs, est adepte de certaines formes d'occultisme, et puis qui évolue donc dans un monde mystérieux, un peu insolite, très différent en fin de compte de celui de son père, hein, qui est fonctionnaire municipal. Elle consulte le baromètre pour découvrir l'avenir. Enfin, je ne savais pas pour savoir la météo, hein, pour savoir l'avenir, enfin, des choses comme ça. Bon, on est à la fin du 19e siècle. Hein, les gens lisent des almanachs comme le Mathieu Lamberg ou des choses comme ça. C'est très, très, très courant. Hein. Il y a toujours des prévisions, même des fois pour un an à l'avance, sachant que les délais d'impression sont quasiment 18 mois avant. Bon, c'est son tempérament. Et donc là, j'ai découvert que Géo Librecht avait un frère
un frère aîné, né du même couple, Henri, qui était né en 1886, donc, mais qui décède un an avant l'arrivée, une petite année avant l'arrivée de Géo Librec. Donc en fait, ce sont deux frères qui ne se sont pas connus. Donc ce frère Henri, c'est peut-être aussi une part d'explication de l'irrationalité vue avec nos yeux du 21e siècle de la mère de Géo Librec. C'est une des premières anomalies par rapport. C'est quasiment jamais cité. Alors, sans faire de reproche, je suis pas du tout rompu à la consultation des archives d'état civil belges. Ça fonctionne à peu près comme nous, sauf qu'il n'y a pas de mention marginale, donc c'est très compliqué pour aller chercher des détails. J'ai eu beaucoup de mal à savoir ce qu'était devenu ce frère, donc qui est décédé très très jeune. Et puis, Géo Librec donc, sera seul, il sera élevé seul, et dans beaucoup de biographies, on le présente comme ayant été orphelin de père. Bon, on me dit ça fait beaucoup de malheur, mais bon, pourquoi pas, hein, et en fait, son père est décédé quand Géo Librec avait 21 ans. Alors, là, il faut commencer à relativiser parce qu'il avait déjà fait son service militaire. Géo Librect, il avait quasiment quitté le foyer familial et je sens rien dévoiler complètement, mais il a rendu hommage ou il a évoqué dans certains de ses textes en Picard son père. Comme il a évoqué son grand-père maternel et d'autres personnages de son entourage. Sa mère, je vous en parlerai le mois prochain, c'est un petit peu c'est en allusion. Mais donc, il évoque son père, et même dans certains témoignages en français, il parle de l'influence de son père. Rarement, mais il en parle. Donc, ils se sont quand même connus, hein. Son père l'a élevé, je ne sais pas jusqu'à quel âge précisément, mais bon, il est décédé quand donc lui, Géo, avait 21 ans. Tout ça, ça se passe à Tournai. Quand je vous parle de la littérature de Géo Librec, je ne vous parle que de sa littérature en picard. Sa littérature en français est gigantesque et monstrueuse. Il y en a, j'en prends un. Voilà, je prends un seul bouquin comme ça. Vous voyez, ça s'appelle Les Livres cachés. Voilà, comme d'habitude, ça ne met jamais au point. Voilà, c'est des bouquins qui font entre 4 et 500 pages, et il y en a 11 tomes comme ça. Donc, vous voyez, il y en a à peu près plus de- entre 4 et 5 000 pages, donc quelques-unes en picard. Mais donc, je n'ai pas, absolument pas du tout la prétention d'avoir lu tout Géo Librect et encore moins toute son œuvre en français, qu'il va commencer à écrire assez tard. On va voir tout ça. Euh, pour en revenir à son père, dans une interview qu'il donne en 1971, hein, il a 80 ans à ce moment-là, il parle de son père et il lui parle du conseil que son père a eu pour lui, que ça a été un phare dans sa vie. Mon père était employé communal, avait construit lui-même sa maison et m'avait dit, une maison c'est bon pour soi, mais il ne faut pas en construire pour les autres. J'ai oublié cette dernière recommandation. Voilà. Donc son père, c'est pas une forme d'égoïsme, c'est-à-dire c'est déjà suffisant de construire sa maison. Et si chacun faisait la sienne, ça serait bien. Et donc il a oublié cette recommandation parce qu'effectivement, dans sa vie de poète, on peut vraiment parler d'une vie de poète, d'homme de lettres. Il a eu plusieurs vies, Géo Librec. Donc, dans la grande dernière partie de sa vie, il a énormément pensé aux autres. Dans les collections de l'audiothèque, il y a plusieurs centaines de poètes de langue française, qu'ils soient belges ou français, voire étrangers, donc à nos deux pays, nos deux nations, qui ont été publiés. Donc, vous voyez, en 1971, il se rappelle encore de son père, qui était décédé en 1912. Alors sa mère, elle a des prénoms qui sont pas courants du tout, du moins en France, c'est Polexine Irma, hein. Alors, Irma, il y a un petit côté chez nous en France, en tout cas, côté cartomancienne, hein. Madame Irma, c'est un petit peu ça, quoi. Et les donc il y a des descendants Librecht qui sont dans la région de Tournai, qui sont en fait des petits cousins de Jeux Librecht, hein, je n'insiste pas. Et puis il fait très peu d'allusions à des familles comme ça, des collatéraux dans son œuvre en Picard. Et puis du côté de sa mère, donc ce grand-père Henri Deplaque, PLACQ, Henri Deplaque,
donc a eu cette Polexine Irma en 1863. Et puis, il va être veuf et il va se remarier. Il va se remarier avec Sidonie Bataille. Et il aura une deuxième fille. Il y a deux sœurs qui n'ont pas été véritablement élevées ensemble, puisque la première est née, l'aînée, la mère de Géolie Brecht, est née en 1863, et la deuxième en 1875. Hein, quand la deuxième née, la première, elle a 14-15 ans. Donc elle va vite avoir une vie d'adulte. Et par contre, Laure Loni de Plaque, elle va ensuite, adulte, elle viendra vivre en France, dans la région de Tourcoing, et puis elle assistera au décès de son père, donc elle reste très proche. Et dans certains textes, Géolie Brecht met en scène des personnages d'une famille dont il dit il y a ma tante, il y a des choses comme ça. Ces personnages sont peut-être l'inspiration pour placer des personnages qui ne sont jamais nommés au sens du prénom dans les textes de Géo Librec. Sauf quand il en dédicace. Il y a très peu de dédicaces. Parfois, il fait une dédicace à son grand-père Henri, qui a beaucoup d'influence chez lui. Il y passe les vacances, donc à Boussu-Bois, c'est à côté de Dour. Là, son grand-père travaille. Alors, selon les versions, il est porion dans une mine de charbon. Quand je regarde les archives d'état civil, il n'est jamais nommé en tant que porion ou en tant que mineur. Il est toujours nommé en tant que fabricant de toiles métalliques, c'est-à-dire de tamis. Plusieurs personnes de sa famille, des deux plaques, sont également, comme lui, fabricants de toiles métalliques à Boussu. Peu importe. Tout ça, pour moi, peu importe. Ça ne change pas le destin de Géolie Brecht, mais donc il travaille pour la mine de charbon ou dans la mine de charbon. Et Georges Liebrecht vénère ce grand-père qui lui inspire le courage et qui lui inspire également une passion pour les minéraux. Il paraît que Géolie Brecht avait une collection de cailloux, on va dire, hein, de cailloux qui brillent, voilà, des minéraux de tout ça. Et voilà, je vous ai brossé un petit peu cette famille et qui est entre Dour, Boussu. Il voyage un petit peu là parce que ses grands-parents-là. Tout ça, ça se passe avant la guerre 14. Donc entre Dour, Boussu et puis Tournai, il y a quelques kilomètres quand même, mais je veux dire, ça n'est pas le bout du monde, donc on peut quand même faire des allers-retours. Euh, je vais vous présenter une carte, comme ça vous verrez bien le paysage, la géographie de ce dont je vous parle. Voilà. Hein, vous l'avez là. Vous avez la famille de Géolibrecht ici. Hein, vous aurez ça, l'arbre généalogique. euh, avec Géo qui est ici, qui a sa mère, la Polexinirma, le grand-père qui est dans les mines de charbon. Donc ça, c'est ce qui passe à Boussu, que j'ai mis en rose. Ensuite, il va se remarier avec une Tournaisienne. En vert, c'est Tournai, une Tournaisienne, Sidonie Bataille, qui a en bleu qui aura une deuxième fille qui fera sa vie en France. Et puis côté du père, c'est tout tournésien. Donc voilà les descendances Librec, le frère qui est décédé, et puis le grand frère hein, qui est décédé avant l'arrivée de Géo Librec. Et Géo Librec se mariera en 1923. Il y a la guerre 14 qui passe entre deux. Donc, il ne se marie pas, lui, très jeune, hein, puisqu'il a une petite quarantaine d'années, avec une bruxelloise, Yvonne Julia Caroline Place, Yvonne Place, qui est née en 1896. Si vous arrivez à trouver son année de décès, ça m'intéresserait, ça nous intéresserait tous, qui est de parents bruxellois dans le domaine du droit, de la justice. Vous allez voir que ça a une importance. Et à ma connaissance, ou à ma compréhension des éléments, Yvonne Place décédera après Géolie Brecht, puisque c'est la femme de Géolie Brecht, qui n'est pas nommée, qui fait le don aux archives de l'AML en Belgique. Et le couple n'a pas de descendance directe, à ma connaissance, à ce jour. Il existe quelques arbres généalogiques sur Généanet, par exemple, et chacun s'arrête à Géolie Brecht et à sa femme sans mention de décès.
Et donc, ben voilà, donc là, on a la France ici en vert foncé. On a Valenciennes, où on était le mois dernier, là, quand notre Julien Cartigné écrivait en picard, bien que lui, il soit en picard, donc du Rouchy, du Valenciennois, bien qu'il soit né à Lille. Et donc là, on a Tournai à ce niveau-là, hein, la ville de Tournai. On a Dour, la ville donc de naissance de sa mère, et Boussu, là où travaille le grand-père maternel. Et puis ici, au nord de Tournai, je vous ai entouré Mont-Saint-Aubert, Mont-Saint-Aubert, enfin, qui est une commune belge, mais qui est aussi donc une colline, qui va avoir de l'importance dans la dernière partie de la vie de Géo Librèche, et d'autant plus d'importance que c'est là où il est enterré. Voilà. Donc je vous ai placé le décor, le temps, la géographie. Qu'est-ce qu'il a fait, Géoli Brecht? Eh bien, une fois adulte, c'est un élève intelligent qui va pouvoir mener des études. Il est fils unique, hein, de surcroît. Et donc, il effectue des études de droit à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Et d'ailleurs, on signale dans certains textes que Liebrecht, bien sûr, c'est allemand d'origine. Lieb, c'est qui aime, et Brecht qui aime ce qui est droit. Donc, Liebrecht, c'est qui aime le droit, et il a fait des études de droit. On lui fait remarquer que donc il est presque comment destiné à faire du droit. Et pendant ses études, il prend goût aux poètes grecs latins, aux philosophes présocratiques, donc il se cultive. Et donc avant la Première Guerre mondiale, bon, quand il est jeune adulte, il va exercer différents métiers, essentiellement à Bruxelles, de cafetier, de photographe, de potier. Enfin bon, il gagne un peu sa vie pour avoir son autonomie. Et puis, ben, la guerre est déclenchée, donc il a son diplôme de droit, hein, mais la guerre est déclenchée en 1914, il est mobilisé, et il va faire toute la guerre, en 14-18, et puis il est vraiment sous les armes à ce moment-là. Son père est décédé, et il ne reverra pas sa mère, qui va mourir en janvier 1918. Il ne reverra pas sa maison familiale à Tournai, qui va être détruite, et donc la guerre le rend pacifiste, et il écrit au sortir de la guerre, j'en fais le serment, je n'ai pas tué mon frère, qui blesse un homme a blessé Dieu. Hein, il est profondément imprégné de religion catholique. Il s'exprime souvent, beaucoup de textes, pas la majorité, mais beaucoup de textes où il fait des allusions à Dieu, à Christ, à Jésus, à la croyance d'une manière générale, à l'interrogation aussi. Hein, il n'est pas dans des certitudes non plus absolues. Et donc, je vous répète, hein, j'en fais le serment, je n'ai pas tué mon frère, donc il n'a pas tiré sur l'ennemi, sur qui était devant lui quand il était soldat. Cependant, il n'est pas il est pacifiste au sens où il ne veut pas tuer, mais il ne supporte quand même pas l'invasion allemande, et notamment celle qu'il y aura à la Deuxième Guerre. Hein. Il y a pas mal de textes où il va faire valoir que les destructions des armées, surtout à la Deuxième Guerre, et il a même un texte en picard, hein, qui s'appelle Hitler. Hein. On en parlera le mois prochain. Et donc, il y a donc il y a forcément un traumatisme de la Première Guerre mondiale. Il a des copains de régiment. On a quelques photos. Alors, je vous montre. Il y a ce petit bouquin-là qui est facile à trouver, qui est pas cher. C'est un bouquin des années 60 qui a été écrit du vivant de Géoli Brecht, qui est une forme de biographie avec sélection de textes, et puis on voit son parcours, et dedans il y a des photographies notamment de sa période. Alors je suis bien sûr, c'est quand on les cherche qu'on les trouve pas, vous savez comment c'est. Voilà une photographie avec ses copains militaires. Et parmi eux, donc ce sont des jeunes gens, hein, les poilus de la guerre 14 sont très jeunes, ben, quand ils ont 24-25 ans, et au sortir de la guerre, il réunit une trentaine de ses camarades. C'est lui qui en prend l'initiative. Lui, il a 27 ans à ce moment-là. Une trentaine de ses camarades de tranchée. Et ensemble, ils s'embarquent pour le Brésil, hein, Amérique du Sud. Et là-bas, donc l'Empire belge, enfin le royaume belge, distribue à des colons
Hein, le but, c'est de coloniser le Brésil. Donc, des hectares de forêt à exploiter et on leur alloue une fazenda. Alors, je ne parle ni espagnol ni portugais, donc je prononce très très mal. Donc, qui est donc c'est une zone de forêt qui est à exploiter, qui est donc au bord du Tabatinguera, qui est une rivière. Et l'idée de Géolibrecht, c'est d'aller là-bas, d'exploiter des bois exotiques, donc de les abattre, de les faire flotter, et puis de les vendre, et puis de s'enrichir. Il a quand même cette volonté-là. Il a toujours son diplôme de droit dans la poche, mais donc il veut faire du commerce de bois exotiques. Seulement, bah, il y a un petit problème, même un gros problème, c'est que les bois exotiques sont plus denses que l'eau, et donc ils ne flottent pas, ils coulent, et donc en fait ils font faillite. Alors ils font faillite, ils n'ont pas investi beaucoup de sous, si ce n'est qu'ils ont investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ils ont construit leur village, c'est une forme de phalanstère, leur histoire, là. Mais donc ça fonctionne pas du tout et ils sont ruinés. Et c'est un échec total. Ben, ils sont obligés de retourner en ville dans un premier temps au Brésil pour gagner assez d'argent pour revenir en Belgique. Ça, voilà, c'est une première expérience professionnelle qui échoue. Et puis donc on est au tout début des 1920, qu'on est autour de 1920, et donc bah, il va revenir en Belgique, et là il va faire valoir son diplôme de droit. Il va s'inscrire au barreau de Tournai. Ça va pas. On gagne pas assez sa vie, ça va pas. Et donc, il va partir à Bruxelles, où il est avocat à la cour d'appel. Et là, à ce moment-là, bon, bah, il va pas nager comme un poisson dans l'eau à Bruxelles. Il va gagner un peu de sous, tout ça, mais c'est pas son monde. C'est pas son monde. Il arrive à avoir bientôt 30 ans. Hein. Il est allé au Brésil à 27 ans, à 30 ans. Et donc, il en a marre. Il quitte le barreau. Mais à mon avis, il ne le quitte pas à 100%, puisque sa femme, Yvonne Place, qu'on a vue, est la fille d'avocat, hein, donc bruxellois. Donc, il garde des relations parce qu'il va devenir homme d'affaires. Donc, il manipule le droit. Donc, il va manipuler le droit au sens du droit du commerce. Et donc, il change d'orientation professionnelle et devient courtier en assurance, et puis ensuite agent immobilier. Et il crée une propre compagnie, sa propre compagnie. Bon, c'est au sortir, c'est ce qu'on appelle maintenant l'entre-deux-guerres, hein. Et donc là, il a une idée assez géniale, c'est qu'il combine la surveillance des bâtiments qu'il loue ou qu'il vend, ça je ne sais pas précisément, avec des polices d'assurance contre le vol. Donc, vous savez, il invente Vérissure, quoi, en gros, à peu près jumelé avec un, un courtier en immobilier. Et son affaire, elle prospère, mais alors du feu de Dieu, et il fait fortune. Il fait absolument fortune. Il a la main heureuse. Alors jusque-là, il l'a pas eu, hein, mais là, il a la main heureuse et il devient majoritaire d'une société, la nationale de Bruxelles, puis ensuite la fédérale de Belgique. Et là, il devient propriétaire de très nombreux immeubles et autour de 40 ans, il est très riche. Et il a gardé le goût des arbres qu'il voulait exploiter, donc de la forêt, et donc il va investir, il va placer son argent en France dans des forêts, un peu partout, dans les Vosges, dans le Jura, enfin un peu partout, et puis il va acquérir des exploitations agricoles, et puis tout ça, ça lui fait des rentes. Et donc en 1923, donc il a 23, il est né en 91, donc il a 32, 35 ans, enfin dans ces années-là. Euh, il, comment, bon, il va se marier avec Yvonne Place cette année-là, qu'il a rencontrée à Bruxelles. Et puis, donc je vous en redis un tout petit mot après. Et puis, ils vont donc aller sur les euh, sur les différents territoires dont il est propriétaire, qu'il gère, et dans la Brenne, donc dans l'est de la France, là, pas loin du Jura, euh, il y a un moment, voilà, la voiture roule, la terre, bon, c'est une voiture d'époque, hein, la voiture, elle cahote sur des routes en terre. Il y a un bélier qui traverse, qui fait face au véhicule.
Et là, il y a un flash qui arrive, et là, c'est le spectacle est majestueux. Et ce soir-là, il écrit son premier poème, et il arrête toute forme de travail, il garde les rentes, hein. Il est très riche, hein, il est très riche. Et il devient poète à 100%. Et donc en français. Il écrit en français, donc on est au milieu des années 20. Je reviens un petit mot sur sa femme. On a une photographie de sa femme, du couple, dans ce livre-là. Je vais vous montrer, hop, comme ça, il faut que je partage en plus grand. Et puis, et là, étonnamment, dans le livre, donc ça c'est aux éditions Pierre Segers, euh, le, le nom qui est donné à sa femme, que vous voyez là, le couple, là, c'est la photo qui est dans le bouquin, elle est appelée Yvonne Storga. Storga, c'est un nom qui existe quasiment pas. Est-ce que c'est un nom d'emprunt, un pseudonyme? Est-ce que c'est une autre personne? Je ne sais pas. Il ne semble pas que ça soit une autre personne. Elle a deux noms. Je ne sais pas. Son état civil de naissance, c'est bien Plat, P-L-A-S, dans le bouquin, et c'est le seul endroit où elle est appelée Yvonne Storga. J'ai demandé alors je lance appel, hein, qui pourra, comme je n'ai pas trouvé sa date de décès, j'ai pas d'éléments, je peux rien affirmé, mais bon, ils sont mariés. Elle va avoir une place dans dans les enregistrements qui seront faits. Elle va lire des poèmes qui seront enregistrés, des poèmes en français. Donc la femme de Jolie Brecht est à ses côtés, mais sa poésie en picard n'est pas une poésie. Il y a un ou deux textes, on les verra, qui parlent du couple, mais il n'y a pas de dédicace directe à ma chère Yvonne, enfin des choses qu'on pourrait éventuellement imaginer. On n'est pas du tout dans ce registre de poésie. Je ferme la parenthèse sur sa femme Yvonne. On a une photo du couple. Donc, il abandonne toute activité pour ne faire que de la poésie. Et selon certains calculateurs de nombre de vers, il aurait écrit près de 120 000 vers en français, hein. Et si on compte toutes les éditions, avec les variantes qu'il peut y avoir, ça en fait 350 000. Et donc, ça fait quand même un certain volume, pas très facile à intégrer. Et il va obtenir des prix, notamment le prix de Syracuse en 1949 pour C'est la Terre et c'est le monde. Euh, je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Et il va obtenir le prix du Brabant en 1950, après la Deuxième Guerre. Et il va avoir pour le Banquet des Ombres. Il va avoir, donc il y a souvent le mot ombre enfin souvent, oui, c'est fréquemment le mot ombre. Donc le prix international Simon Bolivar qu'il obtient à Sienne en 55 et Ma sœur l'éternité, prix du Hainaut en 1956 pour l'ensemble de son œuvre. Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui est remarqué, qui échange avec d'autres littérateurs et qui est critiqué aussi bien en Belgique qu'en France, hein. Le mouvement littéraire, il correspond à la francophonie de l'époque. On n'est pas cloîtré à Bruxelles, puisque là, il habite à Bruxelles, hein, il est pas tourné. Et en 1955, donc, il crée ces éditions dont je vous ai déjà parlé, qui s'appellent l'Audiothèque, et qu'il publie et enregistre à ses frais. Donc, il a les moyens. Et des dizaines, je vous ai dit, des centaines, je ne mens pas, des centaines d'auteurs. Certains sont très connus, d'autres ne le sont pas, certains l'ont probablement été, ne le sont plus. Ce sont des petits fascicules. Alors, bon, voilà, il en publie aussi sur lui, hein. Alors, là, il en a publié un sur lui, et puis là, c'est un autre. Alors, voilà, quand on les regarde comme ça, c'est le même. En fait, non, il y en a un, c'est un choix de texte en français, puis l'autre, c'est un choix de texte en picard. Voilà. Donc, donc celui-là, c'est en français, voilà, c'est ça. Et puis là, c'est Anthologie de l'audiothèque, voilà. Et donc, la collection de poètes wallons. Il publie des Tournaisiens aussi. Enfin, c'est- je vous ai mis une bibliographie quand même à la fin pour essayer de s'y retrouver. En même temps, il enregistre.
Et il souhaite, dans les 10 dernières années de sa vie, là on est en 1955, on avance un petit peu quand même, donc à partir de 65, 70, 10 ans plus tard, il souhaite créer une fondation qui aiderait les poètes et les chercheurs, mais le projet ne verra pas le jour, puisque au-delà de sa mort, à partir de 1976, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'édition, il n'y a plus rien du tout. Et donc, tout a été, j'imagine que rien n'a été perdu, tout a été donné, mais les projets en cours, tout s'arrête à ce moment-là. Et donc, pour continuer pour vous montrer la notoriété de Géo Brecht, en 1958, il réalise avec chef qui s'appelle René Bernier et un ensemble vocal féminin de la radio-télévision française, un disque, donc vous aurez la référence parce que sur Gallica, on a la possibilité d'écouter donc ces incantations qui sont extraits de L'ombre et le blé, hein, c'est donc ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'ombre. Et donc il y a un disque carré, un disque pâté qui est publié et qui est dédié à Maurice Carême, un poète français qu'on étudie dans les écoles, enfin que beaucoup d'élèves connaissent. Tout le monde, c'est par ce biais-là qu'on connaît Maurice Carême en particulier, et donc qu'il est dédié à du coq à l'âne. Donc il a une notoriété qui amène à ce type de production pour la radio-télévision française à ce moment-là. Et en 59, donc un an après enregistrement, sort le premier tome des, euh, des livres cachés. Donc là, dans les livres cachés, c'est tout à fait le même format, hein. Voilà, ça c'est un livre de l'audiothèque et là, c'est tout à fait le même format, sauf que c'est pas la même épaisseur. Donc il reprend l'intégralité de son œuvre en français, en picard ensuite, mais aussi, et c'est là où c'est assez troublant quelque part, c'est que il y a les poèmes. Généralement, le volume commence par des poèmes euh, ou des recueils de poèmes qui se succèdent, et il y a dans une dernière partie, parfois entre deux, des éléments qui ont rapport à l'œuvre de Géo Brecht. Ce que qu'en ont dit les autres, qui sont des critiques, qui sont des journalistes, qui sont des amis, qui sont des personnalités qui l'ont invité dans une cérémonie. Donc ça va être à tourner pour ce à quoi je me suis intéressé, mais ça va être aussi sa réception à l'académie ou des choses comme ça. C'est assez étonnant. Euh, En même temps, c'est très précieux parce que ben, quand on lit ces informations-là, on a les articles de presse, hein. Moi, j'ai comparé des choses qui ont été publiées dans les années 60 dans Eclitra. Ben, il reprend tous les articles de Pierre Garnier sont repris. Alors c'est assez étonnant comme méthode parce que euh, Géo Brecht publie un bouquin, par exemple, en 1965. En 1966, il va faire ses livres cachés, donc le bouquin en Picard est sorti. Et dans les livres cachés, il va remettre un autre bouquin. Et en amorce du bouquin, il va mettre la préface de Pierre Garnier, en préface, le texte de Pierre Garnier qui était sur le bouquin de l'année d'avant. Donc il y a des décalages temporels comme ça. Bon, on finit qu'on s'y retrouve, mais, bon, mais tout est là. Tout est là. Les photographies, tous les discours de réception, les cartons d'invitation. Enfin, c'est impressionnant. Je veux dire, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une pareille compilation de l'ensemble de ces archives, en fin de compte. Donc, premier tome des livres cachés en 1959. Il n'y a toujours pas de Picard comme ça. Le papier, c'est du papier Bible. C'est un peu pénible à publier, à tourner. Les pages, elles sont vraiment très, très fines, hein. Je veux dire qu'il y a énormément de boulot à la lecture. Et puis, donc je vous l'ai dit, toutes les réceptions, tout ça, sont donc compilées dedans. Et en 1976, il décède en janvier 76. Il y a plusieurs volumes qui sont prévus avec la table des matières qui est prévue, mais qui ne verront pas le jour après le tome 11, sauf à ce qu'on démente qu'on me dise qu'il y a un tome 12, par exemple, mais vraiment, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas du tout trouvé trace. Et donc, la, la ML qui conserve les archives de GeoLibrex en recense jusqu'à 26. Alors j'en ai recensé moins que ça parce que je me suis basé sur des choses écrites, mais dans les archives qui ont été transmises par la veuve de GeoLibrex, il y aurait 26 volumes en projet qui s'étalent jusqu'aux années 80-85, hein, et décédé en 1976. Et
un moment décisif dans sa vie, c'est le 10 février 1962. Il est élu à l'Académie royale de langue et de littérature française au fauteuil 23, qui n'est pas un fauteuil réservé aux Tournaisiens, hein, mais qui est le fauteuil de membre permanent, l'Académie de littérature. Et ben voilà, il est académicien, hein, il succède à Thomas Braun. Et puis, à son décès, en 1978, l'Académie publiera le discours de son successeur qui va lui faire un éloge, c'est Paul-Aloïs de Bock. Et donc là, dans ce document-là, Paul-Aloïs de Bock, qui n'a pas connu Géo Brecht, s'est renseigné et donne des informations sur son écriture, sa vie. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait documenté pour parler de Géo Brecht à ce moment-là, mais post-mortem. Euh, 1962. Et quand on parle de Géo Brecht, on a l'habitude, pour ceux qui connaissent la littérature picarde contemporaine, de dire le moment décisif, c'est 1963 avec la publication de M'Accordéon, que je vous montre là très brièvement. Voilà. Donc s'il a été publié en 1963, c'est qu'il a été écrit en 1962, quoi, hein, en gros. Donc c'est 1962 qui est le moment charnière, mais le moment décisif, c'est 1963, comme on dit dans le Vimeux, que Gaston Vasseur a sorti son dictionnaire du Picard du Vimeux en 1963. Je vous en ai déjà parlé dans une des premières masterclass. Ben, c'est évident qu'il ne l'a pas écrit en 1963. Il avait collecté des fiches tout au long de sa jeunesse et en 1962, il les a compilées pour faire son ouvrage fondamental. 1963 est une année importante. Il n'y a pas que Claude François ou les Beatles, il y a aussi Géo Brecht et puis Gaston Vasseur et quelques autres. Bien. Il est élu à l'Académie et il revient à un moment donné, je ne sais pas, hein, sa vie, pas de traceur GPS, il revient à Tournai et il ne revient pas tout à fait par hasard parce qu'il a lu, il y a eu une publication qui s'appelle Les Poètes wallons d'aujourd'hui qui est sortie en 1961, 61, publiée, enfin, réunie par Maurice Piron. Et cette anthologie des poètes wallons contemporains ne comprend aucun tournésien. Et ça, Géo Brecht, il ne l'admet pas. Et à partir de là, mais il s'insurge, hein, il se met peut-être en colère, je ne sais pas son tempérament, mais en tout cas, il s'insurge, et donc il décide de renouer avec son pays natal, donc avec Tournai. Il revient à Tournai, c'est un choix. Il n'est pas à la fin de sa vie, hein, il ne le sait pas, mais il a encore une quinzaine d'années à vivre, donc il n'est pas à la fin de sa vie. Et là, il décide d'écrire en picard. Euh, il a acquis la notoriété. Il est académicien à vie, hein. Je veux dire, il ne craint plus rien quelque part. Et donc, il s'exprime en picard, et donc ça fait autorité. C'est ça aussi qui est un élément important. C'est pas un kidam qui écrit en picard à ce moment-là, c'est un académicien. Et c'est un Tournaisien qui revient sur ses terres. J'ai beaucoup fréquenté Robert Mallet, qui n'était pas du tout académicien, peut-être bien souhaité l'être, mais bon, il n'a pas été, mais qui était un recteur d'académie, qui était quelqu'un qui était très proche du gouvernement, des chefs d'État quand il était en poste, que ce soit à Madagascar, à Paris ou à Amiens, fondateur de l'université de Picardie. C'est lui qui a eu charge de remettre la Sorbonne en place en 1968 après les événements à la rentrée. Je veux dire, c'était pas n'importe qui. Et quand quelqu'un comme ça parlait, s'exprimait en public ou en privé, il faisait autorité. Et bien, j'assimile le poids de Géo Brecht à ce type d'autorité, de compétences et d'ouverture d'esprit et de connaissances assez encyclopédiques d'un univers. Et donc, il s'insurge qu'il n'y avait pas d'auteur de tournée. Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs à tourner bien antérieurs en Picard, bien antérieurs à Géo Brecht. Dès avant la guerre 14, hein, dans le 19e siècle, il y a toujours eu de l'écriture et de la chanson en Picard et du Picard dans les rues de Tournai, il y a toujours eu. Et donc, il sait de quoi il parle. Eh bien, il dit, ben, s'il n'y en a pas, il va y en avoir et je vais le faire. Et comme ça sera pris au sérieux. C'est quelque chose comme ça. C'est moi qui interprète, hein, mais bon, comme ça les choses un peu. Et donc, il va écrire en picard.
il a déjà écrit sur Tournai, mais il a écrit sur Tournai quand il écrit Tournai, cité des rois, ville détruite, tapisserie de ma ville, tout ça. C'est au sortir de la Deuxième Guerre, c'est en français. Il va écrire parfois, il va mettre un mot de Picard comme dans à l'écrienne, qui veut dire à la veillée, à la soirée. Mais il n'y a que le titre qui est en picard. Tout le bouquin, enfin le recueil de textes est écrit en français. J'étais persuadé qu'il y avait peut-être un texte en picard dedans. Non, il n'y en a pas. Et donc, il possède ça, mais jusqu'alors, il ne s'est pas exprimé en picard. Et il va le faire avec un accordéon. Donc, il va prendre le prétexte de l'accordéon, de la musique, de la chanson populaire, de l'instrument populaire, je dirais presque par excellence. Mais il n'y a pas il n'y a pas de portée musicale, il n'y a pas de chanson avec des refrains. Non, c'est un chantre plus qu'un chanteur, si on peut dire. Et il publie Accordéon dans une version assez épaisse, vous voyez, mais en fait, les textes sont pas si longs. Enfin, le recueil de poèmes n'est pas si épais que ça, puisqu'il y a une présentation, et puis il y a à peu près ça de texte en picard, là, le début. Mais le reste, après, c'est marqué, suivi d'un glossaire tournésien. Et ce glossaire tournésien, qui vient de la Royale Compagnie du Cabaret Wallon tournésien, ce glossaire, qui est là, sert de guide. Les textes picards de Géolibrec sont publiés en picard, ne sont pas publiés en français. Il doit y avoir moins de 3 exceptions qui ne sont pas des traductions de lui. Il y a une traduction d'un autre auteur, il y a un texte qui est écrit à 4 mains, mais sorti de ça, il y a quasiment rien. Tout est écrit en picard, quand c'est en picard, en français, quand c'est en français. Et il y a ce lexique, et je m'y suis référé de nombreuses fois pour bien, parce que je possède pas l'ensemble du vocabulaire tournésien comme ça, de manière ni innée ni acquise. Donc je me plonge dans les dictionnaires, c'est autant aller à la source. Et donc il y a ce dictionnaire qui est repris d'un manuscrit inédit qui est de Ernest Ponceau. Et puis ensuite, à la fin, il y a, alors c'est assez étonnant parce qu'il y a un supplément qui n'est pas mélangé, il y a un supplément au dictionnaire qui est dans l'accordéon. Donc ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire que là, on est sur un petit pavé qui va beaucoup éclabousser, qui va éclabousser très loin, tant par cette poésie dont bien sûr, je vais vous parler plus abondamment encore, et puis qui va donc être accompagné de ce lexique qui est très riche en vocabulaire et qui va être aussi accompagné de l'écriture. L'écriture tournésienne avec les diphtongues et les triphtongues qui vont être présentes. On le retrouvera ensuite l'année suivante avec l'autre volume qui s'appelle Les Cloques, qu'on va retrouver dans une autre version l'année encore suivante, donc Les Cléocs, parce que la prononciation, les Tournésiens m'en voudront pas de pas parler tournésien, hein, voilà, et je leur en veux pas de pas parler le Picard du Ponthieu. Mais donc, les cloques, c'est écrit comme ça une première fois, puis les cléocs. Donc, la prononciation, de la même manière que Géolibrec va encourager par exemple, Carlos Rotti a publié l'orthographe tournésienne dans lequel est décrite hop, non, c'est quand même toujours comme ça, hop, voilà, l'orthographe tournésienne dans lequel sont décrites la manière d'écrire, de montrer les sonorités orales du tournésien à l'écrit. Et donc, là, j'ai beaucoup parlé. Et je vais vous faire écouter. Donc, vous avez bien compris tout le parcours de Géolibrecht. Donc, il est revenu à Tournai. Eh bien, on va l'écouter parler en français de son retour à Tournai. Donc, il faut que je partage le son. Ça me semble indispensable. C'est très bref, hein, c'est une trentaine de secondes, pas plus. Son retour à Tournai. Comment voulez-vous situer Tournai sans parler des ancêtres, sans parler surtout leur langage? Parce que nous ne sommes même pas des Wallons, nous sommes des Picards. Des Picards dit la France. Nous avons été, jusque dans les derniers jours, des Français politiques. Et nous sommes toujours restés de langage. Donc là, vous m'entendez là? Donc, euh, cette première approche, et puis maintenant, vous avez une deuxième approche avec, en fait, comment il revient à tourner et qu'il va donc développer son Picard
est en fait une forme de nostalgie. Une nostalgie qui n'est pas mélancolique. Parfois, elle est mélancolique, mais généralement, c'est simple nostalgie d'un Tournai qui a été rasé en 40, hein, comme tout le nord de la France a été rasé. Voilà. Et donc, c'est ça qui est sous-jacent. Il ne va pas dire tout ce que je viens de vous dire là, il va s'exprimer. Donc, c'est dans une interview qui a été faite pour la RTBF. Et comment son regard vers Tournai va dès le début, on le verra dans les textes, va être dès le début tourné, ouais, orienté vers une ville qui a des vestiges et aussi qui a des parties qui ont été détruites à différentes étapes de sa vie. J'ai dans la tête des paysages, des endroits même, vous allez le trouver particulièrement limité, mais même des accidents dans le trottoir, une vieille pierre, la patine d'une façade disparue, tout ça pour moi vite encore. Je revois même les habitants, ainsi ma rue du Pont. Mais ma rue de Pont est encore, au moment où je vous parle, devant moi. Je vois encore le clocher Saint-Brice avec son ancien revêtement. Je vois encore ces cadrans qu'on a descendus devant moi quand j'étais enfant. Et précisément cette terrasse Saint-Brice où vous avez le tombeau de Childéric et où vous jouez avec des petits-enfants de la rue, si souvent, et auxquels je dois de connaître si bien mon Picard, parce que je l'ai appris dans cette vérité populaire des enfants du peuple. C'est bon le son. Euh, donc voilà, il tient son Picard des enfants du peuple. Et d'ailleurs, dans son écriture, c'est pas une écriture intellectuelle, c'est pas non plus une écriture ouvrière, c'est une écriture naturelle. C'est une écriture telle qu'on parle. Il met en vers des dialogues, on en verra, il met en scène des choses qui peuvent être humoristiques, il met des choses qui peuvent être graveleuses, il met la mort. Il met sa naissance, il met différents éléments, c'est-à-dire que il y a une panoplie les analyses disent qu'il tend à l'universel quand on parle de sa poésie en français. En Picard, il y a une diversité d'orientations qui se démarquent amplement des fêtes, des chansons de fête, des cabarets, des revues, comme on a partout chez nous, qui font des grands moments populaires. Non, il a une poésie qu'il faut lire, qu'il faut relire. Pour ma part, il faut la relire une troisième fois parce que je suis pas tournaisien, mais ça, voilà, et qu'il faut appréhender et qu'il faut puiser. Alors, c'est bien de vous en parler, mais maintenant, on va regarder un texte en français qui correspond donc à ce type d'ambition que je viens de vous décrire, mais aussi à sa, entre guillemets, nostalgie de, de tournée. Alors, hop, petit partage. Donc là, c'est moi qui vais lire parce que je n'ai pas l'enregistrement. On est dans son premier recueil, hein. Vous voyez, 1963, accordéon. Je vous ai mis le plus souvent possible les références de ces différents ouvrages en dessous des textes, enfin, en accompagnement des textes. Et un des tout premiers textes, donc, c'est les trois listes de France, donc les trois listes de la France. Et en fait, ça fait allusion. C'est pour ça que je vous ai mis une photo là ici du monument aux Français, qui est un monument dédié aux soldats morts, qui est à Tournai, qui est une forme de colonne. Il y a le blason ancien de la ville de Tournai, très ancien, dans lequel il y a les trois listes de France qu'il a au-dessus d'une tour comme Tournai, hein. Voilà. Et donc, euh, et donc, c'est un des rares terres d'ailleurs qui est dédié à quelqu'un, à Walter Ravel, que je ne connais pas. Euh, et dans ce premier texte, euh, il est placé euh, entre Lille et Tournai. C'est c'est sa première vision de la France quand on est à Tournai. On est à 30 km de Lille, les deux beffrois à vol d'oiseau, je ne sais pas s'ils sont à 30 km. Les deux beffrois se regardent. J'insiste sur ce regard. Pour lui, en 1960, 61, 62, quand il commence à écrire en Picard, la France, c'est l'île. Et la Picardie, c'est le sud, c'est Outre-Quiévrain, mais vu des Belges, quoi. Donc, c'est la France du Nord. Et donc, vous allez voir ce texte. Ensuite, dans l'ensemble de son œuvre, la Picardie, ce sera Amiens. La Picardie, ce sera Amiens, et son regard
vers la France, ce sera cette Picardie qui va de Tournai à Amiens et qui enjambe. On est pourtant dans le Hainaut. Nulle part il ne parle de Valenciennes. Nulle part il ne parle de bon, Douai, c'est la limite du Hainaut. Et puis il va même des fois s'en prendre aux Flamands. Quand il s'en prend aux Flamands, ce sont les Flamands belges. C'est pas du tout les Lillois. Mais donc ce rapport à la France va évoluer parce que des liens d'amitié de poètes vont se tisser avec des Amiénois. Les trollistes de France, Bieffrot de Lille et Bieffrot de Tournai, comme deux frères, Sorrouette au Neuhache. Et il n'a pas besoin de les jumeler pour qu'ils soient dans le parentage. Elle pétit quinquin, à terre le bras, tout arloché et bénesse, que le tournésien est tout dit là, et va lui donner une grosse baisse. Et nous autres, Jeanne et Charles Siette, parce qu'on se battlio avec vaillance, on se souvient et le cœur à le fiette qu'on a reçu les trollistes de France. J'espère que je lis pas trop mal. Et donc, donc les deux beffrois qui bercent le petit quinquin. Donc il y a un drap qui est tendu entre deux, puis on peut imaginer donc le petit quinquin qui est bercé. Il est bien aise, hein, il est tout à fait à l'aise. Et il est bien aise que le tournisien, il met toujours tournisien, il est tout dit là, et il va lui donner une grosse baisse, donc il va lui faire un gros baiser, et nous autres, donc avec des références, il y a énormément, fréquemment de références à l'histoire, à des moments historiques, alors Clovis, enfin, il y a un chauvinisme amusant à rencontrer dans la poésie de Picard de Géolie Brecht. Et donc, on a d'autres personnages qui peuvent arriver. Donc, nous autres, hein, les Tournisiens, on se battit avec vaillance, avec courage. On se souvient, avec le cœur à le fiette, qu'on a reçu les trois listes de France. Voilà. Et donc, ils ont été gratifiés, les Tournésiens, des trois listes du roi de France. Et donc, ce que je voulais montrer par cette page, c'est l'évolution, l'évolution mentale, puisque on va retrouver quelqu'un. Hein. Donc là, on est dans L'Homme de Picardie, 1975, son dernier ouvrage publié de son vivant. Et donc, le texte s'appelle Picardie. Terre tous ont fait le même famille, nord ou sud, le quinquin le sébin. Il faut rinte aller rembile, ce qu'à les Picards y en revient. Les rambilles sont les enfants, sont les garnements. Ouais. Il faut rien d'aller les lambi, il faut rien d'aller rambil, ce que les piqueurs y en revient. Ce qui sait dire un garçon, un pochon, un mutio, un maison, il joue un escampasnaise, chez un fin picard, bénesse. Elle franche patrie, chez l'accent, et Charles là d'un innocent. Mais j'ai un rindeau au picard, est-ce qu'il en revient au picard? Des fontinettes et de gravelines de le bistoul à nos crasses pattes, on fait danser les Jacqueline et les Jules qui s'escatent. Terre tous les amis d'Amiens, chez les frères des Tournisiens. Et quand ce qu'on arloche nos cloques, et je n'ai faut qu'un seul cœur qui cloque. J'aime beaucoup, enfin, c'est une belle poésie bien qui sonne, quoi, qui sonne à l'oral, qui sonne à l'écrit. Les, les lettres ont véritablement une place. Donc on voyage. Vous relirez je pense avec plaisir ces textes. Donc bon, il faut rendre à l'Érambis ce qui revient. Alors ce qui revient au Picard, c'est un thème qui revient souvent chez Géolie Brecht, dans L'Homme de Picardie aussi pareil, Rindeau Picard, est-ce qui en revient au Picard, hein, voilà. Et donc là, c'est mis ailleurs, hein, il faut Rinde aller rembile, ce qu'à les Picards, il en revient, voilà. Donc il faut leur rendre. Et donc c'est en démarquage des Wallons, hein, du parler wallon. Hein. Moi, je le reçois comme ça. On pourra peut-être me donner une autre interprétation, et puis je l'écouterai avec beaucoup d'attention. Mais moi, je veux dire, voilà, il y a une identité tournésienne qui se fabrique au début, puis au cœur des années 60 et jusqu'en 1975, et qui demeure aujourd'hui, 50 ans plus tard, l'identité tournésienne auquel les Montois, le Borinage, bien entendu, est associé, puisqu'il a quand même sa famille maternelle qui est du Borinage. Donc, pour lui, tout ça ne peut faire qu'un seul tout. Le côté paternel à tourner, le côté maternel dans le Borinage. Mais donc, voilà, et donc en démarquage du Wallon qui a ignoré
qu'il y avait des auteurs de langue picarde qui étaient des Picards et qui étaient des Wallons également. Euh, et donc là, dans le deuxième paragraphe, on a celui qui sait dire, qui sait prononcer, un garchon, hein, le pochon, le mutio, un mason, il joue un escamp asnez. Alors, jeu à l'escamp, c'est un jeu de palais qui revient très fréquemment dans l'œuvre de Géo Brecht en Picard. Son dernier ouvrage, d'ailleurs, c'est l'Escampalbrock, donc c'est un jeu de palais qui est une espèce de jeu de boules. Enfin, dans le principe, faut s'approcher d'une sorte de cochonnet. Et puis, donc celui-là, c'est un Picard bénèze, un Picard heureux. Hein. Tout à l'heure, on avait le petit quinquin qui était bénèze, là, c'est le Picard qui est bénèze. Mais il y a quand même 12 ans entre les deux textes. Hein. Elle franche patrie chez l'accent, là dans le sang, mais j'ai un rindé au Picard, ce qui en revient au Picard, ce qu'elle est Picard, il en revient. Vous voyez, c'est vraiment un thème très récurrent. Les Fontinettes, c'est l'ascenseur des Fontinettes, je sais pas si vous connaissez, dans l'Audomarois. C'est pas Gravelines, mais c'est le même secteur, pas très loin. Et le Bistoul, donc la boisson du Nord, le café de Picardie, quoi. Le café arrosé soit de genièvre, soit de goutte, donc d'eau de vie de cidre. À nos crasses-pintes, c'est la pinte de bière. On fait danser les Jacqueline et les Julot qui s'esquintent, voilà, donc les personnages, hein, qui peuvent être aussi des personnages de Campanile, hein, on peut les avoir aussi. Tertous, les Amis d'Amiens, voilà, donc là, ils sont installés, et donc au cœur de ces amis, il y a Pierre Garnier, à qui j'ai déjà dédié donc une masterclass, qui va être vraiment l'élément fédérateur, mais il y en a un autre qui doit être Marcel Hanard entre les deux, et Tertous, les amis d'Amiens, chez les frères des Tournisiens, et quand ce qu'on arloche nos cloques, et je n'ai faut qu'un seul cœur qui cloque. Voilà, donc quand on secoue nos cloches, il n'y a un seul cœur qui résonne, qui sonne comme une cloche, hein, puisque résonner, c'est sonner, hein, ressonner. Alors, je vous ai mis ici une image, hein, qui n'a pas de rapport direct avec l'œuvre éditée par Géo Brecht, mais qui représente la cathédrale de Tournai avec chez Champcloquier, parce que c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Donc, si vous ne connaissez pas la cathédrale de Tournai, donc elle a 5 clochers, hein, vus de loin. Voilà, donc c'est vraiment l'image emblématique de, de, de tourner. Enfin, certaines villes ont comme ça des images emblématiques qui dépassent le, comment enfin, qui sont inoubliables, hein, et donc qu'on retrouve dans les couvertures de ces deux bouquins. Et ben voilà, l'homme est de Picardie, chez Mi. Donc alors, vous allez dire, ouais, il a tapé n'importe quoi. Alors oui, j'ai vu, là, je vous mettrai une majuscule à tourner, mais là, tu as, l'homme qui est écrit comme ça, sans accent. Là, tu as avec un accent aigu, et là, il y a un accent gramme. Donc là, c'est un peu la foire, mais l'écriture spontanée de Géo Librec, la première écriture, c'est celle-ci. Et celle qui suit, comme ça, c'est celle qui est influencée par les Amiénois, René Debris et Pierre Garnier en tête, qui font ressortir à l'écrit les nuances de l'oral. Et de temps en temps, alors là, il faudra demander à des spécialistes, je n'en suis pas un, pourquoi parfois c'est un accent aigu, parfois c'est un accent grave, je ne sais pas, dans ce type de diphtongue. Mais donc, l'homme de Picardie, chémie, au puquet de Vuzy, de Buzy, et que te cache après le paradis. Elle parla chez nos patries, l'homme de Picardie, chémie. Donc, je l'ai dit un petit peu vite. Plus tu vieillis, plus tu réfléchis, que tu cherches après le paradis, et que tu caches, hein, c'est cacher, hein, chasser, mais chasser au sens de rechercher. Elle parla chez nos patries, donc le langage, c'est chez nous, c'est notre cœur, c'est notre patrie. L'homme de Picardie, chez Mi. Donc bien sûr, il s'approprie d'être homme de Picardie, mais il le partage avec l'ensemble des locuteurs de Picard, des Tournaisiens, etc. Donc vous avez là un, un aperçu de quelque chose qui est jusqu'alors, je parle en 1963, inhabituel dans la littérature, a fortiori dans la poésie, c'est la revendication de la Picardie chez les Tournaisiens, en tant que Picardie. Ça ne veut pas dire que c'était nié avant, mais comme ça a été effacé par les Tournaisiens, il y a une espèce de revanche. C'est quelque chose qui est constant dans l'ensemble de l'œuvre de Picarde, en Picarde, de Géo Libré. On va maintenant écouter Géo Brecht en train de dire un texte. Euh,
Et puis, bon, oui, on va faire dans ce sens-là, puisque je l'ai annoncé comme ça. Et puis, je mets le texte à Laura, voilà, à l'écran. Et donc, c'est puisé dans son deuxième recueil, Les Cloques. Donc, les cloches de tournée, ça tombe bien, on vient de passer la période pascale. Vous savez, je vous apprends rien que les cloches s'en vont à Rome, puis qu'elles reviennent, voilà. Et donc, il y a un moment, elles sont plus là. Et donc, il a écrit, il y a une cloche qui s'appelle Marie Pontoise à tourner. Donc, il a écrit quelque chose. Alors, euh, on va l'écouter comment il présente le texte, mais ce que je veux simplement donner comme petite explication, c'est que cette cloche-là, elle a la faculté de pondre les œufs. Marie Pontoise. Voilà, je veux simplement vous donner ce jeu de mots. C'est pas de la première évidence comme ça. Voilà, mais il y a ça derrière. Donc, je vais vous mettre le texte à l'écran, mais vous allez avoir donc l'enregistrement, qui est l'interview qui était faite de lui par un journaliste à tourner dans une longue émission qui est intégralement conservée. Et à la fin, il explique et il lit ce texte, donc vous avez tout en un. Alors, il faut que je partage tout ça. Hop, Marie Pontoise. Joli vrai qu'il y a là sur la table un recueil qui s'appelle Les Cloques. Oui. Il y a sûrement dans ce recueil que nous allons ouvrir un poème qui s'intitule Marie Pontoise. Voulez-vous nous le lire? Ah ben écoutez, ça me fait plaisir que vous l'ayez choisi, c'est par accident puisque vous ne connaissiez pas le livre, mais Marie Pontoise c'est la plus grosse cloche de Tournai et la plus ancienne, et c'est elle qu'on sonne pour les grandes fêtes. Alors ici, ce poème, je vais vous le lire, il est assez spécial, mais vous verrez quelle préférence a donné à Marie Pontoise Dieu le Père, parce que nous parlons, nous, au Père, avec cette facilité, des gens qui ont le même langage. Marie Pontoise, que te le crois, Chouner, mais je le sais fin ben, que nos Marie Pontoise, elle s'invole à Rome, jusque sur Screur, elle vaut Dieu fait homme tous les ans qui vient jusqu'au samedi saint. Que te le crois, Chouner, quand elle nous en revient avec ses poussins tout pleins, ses corbilles, elle muche un passant pour garchin et fil, des ouets de chocolat dans tous les gardins. Que te le crois, Chouner, mais j'en fais le serment. Dieu le Père m'a dit le soir à l'écrienne, un bon vieux picard comme parle de nos gens, un meilleur pontoise, j't'ai une cloche tournisienne. Alors, je vous, je vous explique. Alors, c'est pas non plus là. Je veux dire, faut rentrer dans l'écoute. Donc, on a la voix de Géo Librec qui lit son texte en picard. On a bien les sons, enfin, que personnellement j'apprécie beaucoup à tourner. Il y a le vocabulaire et puis il y a la diction. Pour avoir écouté certains de ces enregistrements en français, ce n'est pas du tout la même diction en français. Je vais revenir au texte. Euh, quand il lit ses poèmes en français, il les lit de manière, je vais dire, pompeuse, de manière française, de manière où on lit la littérature française, avec des liaisons là où on n'en oserait pas mettre. Euh, des, euh, alors nous on dit les 10 arbres. Enfin, j'aurais dû. Est-ce que j'ai gardé non, j'ai pas gardé un signet dans. Mais il y a des trucs que je dis, mais c'est pas possible que c'est empoulé. Enfin, personnellement, ça me heurte. En Picard, il y a jamais, mais jamais dans les enregistrements, il y en a quelques-uns, il y a jamais la moindre liaison fautive, le moindre cuir, comme on peut dire. Et donc c'est coulant. Il n'y a pas de prétention. Et ça revient à son écriture populaire. L'écriture est populaire, la lecture est populaire. Alors, je vais revenir au texte pour vous le redonner, et puis après, on pourra le réécouter quand même, parce que c'est quand même beau. Alors, les cloches qui sont présentées ici sont les cloches du Beffroi, sont pas Marie Pontoise, hein, mais j'ai pris dans les ouvrages de Géo Libre. Marie Pontoise. Que tu le croiches ou non, donc que tu le crois, hein, on est sur un subjonctif ici, hein.
Mais je le sais fin ben, et que nos maris pontoises, elles s'involent à Rome, d'usque sur escroc, là, sur la croix, elle vaut Dieu fait homme. Vous avez vu comment il tutoie Dieu, hein, avec Dieu, on se parle, on est entre amis, quoi. Et bien souvent, quand il parle de Jésus ou de Christ, ils sont là, ils viennent au bord de tournée, puis on discute le soir à l'écrienne, et puis il y en a un des deux qui s'en va. Enfin, c'est une cause entre copains, quoi. Voilà. Donc, sur El Croc, elle vaut le Dieu fait homme, donc elle va sur la croix, elle part là-bas, puis tous les ans, qui vient jusqu'au samedi saint. Et qu'elle croche au nom. Donc, vous voyez, bon, là, il y a la technique du poète qui est maîtrisée. Et donc, chaque quatrain commence par le même hémisyllabe, comme ça. Et puis, donc, quand elle en revient, quand elle nous en revient, avec ses poussins tout plein les corbilles, donc elle a plein de poussins dans ses corbeilles, hein, donc elle a pondu, voilà, ils vont mettre. Elle mûche un passant, muché, comme partout en Picardie, hein, c'est le même Picard, comme Pierre Garnier disait, c'est le même Picard partout. Elle mûche un passant pour gâchant et fil des œufs de chocolat, donc des œufs en chocolat, hein, dans tous les gardins. Et que tel croche au nom, je n'a fait le serment, et que Dieu le Père, il me l'a dit le soir à l'écrienne, m'a dit le soir, donc à la veillée, à la tombée du soir, un bon vieux Picard, comme parle Ténogin, est le meilleur pontoise, c'est une clouche tournaisienne, donc la meilleure, alors là, faut jouer sur les mots, hein, la meilleure pondeuse, pontoise, c'est une clouche, c'est une poule pondeuse tournisienne, voilà. Donc la meilleure pondeuse, c'est une poule tournaisienne, la meilleure pontoise, c'est pas la cloche, hein, c'est la clouche. Une clouche, c'est une poule qui peut couver. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dissimulées dans l'écriture de Géolibrecq, et ça n'en rend que les choses plus agréables. Alors, je vous repasse la lecture du texte qu'il en a fait. Le père, parce que nous parlons, nous, au père, avec cette facilité, des gens qui ont le même langage. Marie Pontoise, que te le crois, Chouner, mais je le sais fin ben, que nos Marie Pontoise, elles s'involent à Rome, jusque sur Screur, elle vaut Dieu fait homme, tous les ans qui vient jusqu'au samedi saint. Que te le crois, Chouner, quand elle nous en revient, avec ses poussins tout pleins, ses corbilles, elle mûche un passant pour garchin et fil, des œufs de chocolat dans tous les gardins. Que te le crois, Chouner, mais j'en fais le serment. Dieu le Père m'a dit le soir à l'écrienne, un bon vieux Picard, comme parle de nos gens, un meilleur pontoise, j't'ai une cloche tournisienne. Vous laissez une petite seconde supplémentaire pour apprécier. Alors franchement, j'étais vraiment très, très heureux de pouvoir vous faire partager ces enregistrements. Alors, je vais vous lire maintenant un texte qui, donc, chez Géolibrecq, donc il y a les différents éléments, je vous ai dit, que sur lesquels on aura le temps de revenir, mais il va travailler aussi son écriture sur le mot. Voilà, des accordéons. Voilà. Il va parler des mots à nouveau. Donc, dans son premier texte, il va parler aussi des lettres. Alors, ça, c'est déjà beaucoup moins ordinaire, des lettres. Et puis, il va parler aussi des triphtongues. Alors, faire un poème sur la triphtongue, franchement, c'est pas tous les jours. Et là, à chaque fois, c'est un hommage. C'est vraiment un hommage à la langue et à la langue telle qu'elle est parlée, donc à la langue populaire. Donc, on va essayer de regarder une bonne partie de tout ça. Et ça, ce texte, les mots est très souvent repris parce que dans son premier ouvrage, voilà, dès la première phrase, les v'là venus au mi-temps de nous, tous les mots muchés dans le silence. Voilà les mots revenus donc au mi-temps de nous, parmi nous, hein, au milieu de nous. Et donc c'est vraiment le poète qui se réapproprie le langage de son enfance, des rues de son enfance, et ils étaient cachés, et il va donc les sortir du silence. Les v'là revenus au mi-temps de nous, tous les mots muchés dans le silence, pour l'incarnation du temps doux et le secret déniché d'Esmas. Et le Géranum y est plus drôle d'Aspo,
Est-ce fleur rouge, elle est un sourire. On a tarmué les ociaux et ceux qui ne veulent pas mourir. Fini la tante qui me déballe tout. Les mots anciens vont savoir dire qu'on porte à soi l'esprit nouveau et les brailloux vont pouvoir rire. Vous relirez ça, donc je vous ai mis quelques mots, hein. Donc le géranium va refleurir, son rouge va revenir aux joues, hein, et voilà. On entend remuer les ociaux, les os, hein, de ceux qui ne veulent pas mourir. Donc on va revivre véritablement, c'est une résurrection. Les mots anciens vont savoir dire qu'on porte en soi-même le nouvel esprit et les pleureurs, les pleurnichards vont pouvoir rire. C'est-à-dire que ça va redonner de l'espoir. Les mots picards. Donc toujours dans Mnacor, donc ça c'est le premier, c'est le deuxième texte parce qu'il y a un texte introductif à Mnacordéon et toujours dans le même recueil. Donc l'avant-dernier texte, Mnacordéon, c'est la poésie et donc on a quasiment un écho qui est fait au premier texte, hein, le premier et le dernier, le second et l'avant-dernier. Poésie. Tous les mots y sont accourus pour le parlage en poésie. Elle put perclure de paralysie sa sortie de cette main de deux. Avec des gestes tenus et peut faire une brusquerie, les éreintés de toute une vie, à la première approche, ils se sentent. Mais à cette heure, chez eux, ce que t'as coûte, ils ont pluqué des fleurs en route et ils t'apportent le bouquet. Ils chuchent une rose inter le tiède et il reste ils chuchent une rose inter le lef et il reste estomaqué et de vir paros, et le ciel, il se lève. Oui, parce que tenir une rose entre sa tête, entre les lèvres, hein, un trait libre. Donc les mots. Donc à la fin de son recueil, euh, il est presque surpris lui-même que les mots ben, sont revenus en courant, ils ont accouru pour mettre le parler des anciens en poème, en poésie, et le plus perclus de paralysie. Alors là, le mot est français, hein, les deux mots sont français, mais bon, on voit bien donc cette fatigue, être perclus, quand même, c'est une fatigue presque douloureuse. Il s'est sorti Osdeman d'où? D'où est-il sorti? Il les avait tellement oubliés qu'il ne savait plus qu'il les possédait encore avec des gestes retenus et de faire peur de faire une brusquerie, donc de les chasser, hein, comme si on allait guetter des animaux, des oiseaux qui s'envoleraient à la première brusquerie, les éreinter de toute une vie, à la première approche, ils se sont tus. Donc ils se sont tus. Alors je vous ai recopié, là, je pense qu'il manque un S, hein, ils se sont tus, ils ont tu, je ne sais pas s'il y a l'auxiliaire avoir à tourner par rapport au verbe terre, ça j'en doute, mais peut-être, hein. Master chez Tusk Kotakut, donc Aster maintenant, hein. Donc tu les écoutes, hein, et ils ont pluqué des fleurs en route et ils t'apportent le bouquet. Il se parle à lui-même, hein. Moi, c'est comme ça que je comprends le texte, hein. Et maintenant, c'est eux que tu écoutes. Ils ont pluqué ah, je fais le geste là. C'est cueilli, hein, c'est tirer les fleurs en route et ils t'apportent le bouquet. Ich schüchtern Rose inter le lèvre. Voilà. Au début, on avait un géranium. À la fin, on a une rose entre les lèvres. Il reste estomaqué et vir par rose, c'est le ciel, il se lève. Je ne sais pas si la rose, c'est la rose de Picardie. Il ne le dit pas. On va pas aller jusque-là. Alors, on va voir après. Dans les cloques, alors là, ça c'est amusant. Vous avez là la deuxième page là, avec K et Q. C'est le titre du poème, hein, voilà. Et alors là, je reviens à un moment pour vous remontrer donc les couvertures. Les cloques. La première version, c'est celle-ci, hein. C'est celle-ci qui est éditée, qui est d'ailleurs, je dirais, la plus intéressante, bon, j'ai mes notes dedans, elle est accompagnée d'un descriptif des cloches de Tournai qui est fort instruit sur l'art campanaire et tout ça. Très, très intéressant. La deuxième, l'année suivante, c'est celle-ci, donc avec donc, on voit une réécriture graphique. Bon, les cloques ici et les cléoques là. Donc là, on est plus dans une lecture tournaisienne, mais il y a une autre différence, c'est que là, il y a un K qui est arrivé ici, hop, main droite, et là, un Q qui est disparu. Et étonnamment, ben, dans ce texte-là, dans cet ouvrage-là, il y a un texte qui a disparu ici. Là, le Q, eh ben, on peut plus faire un jeu de mots dans l'écriture, on peut plus jouer. Et donc, euh, je vous partage. Donc, en fait, il y a dans la graphie, et c'est pas un des moindres combats, notamment dans les lettres, dans les consonnes, plus encore que dans les voyelles, ben, il y a des difficultés quand on veut modifier des choses.
K et Q. Et donc, ce texte est présent en 64, mais il est disparu. C'est le seul texte qui est disparu en 1965. On ne peut pas, peut plus jouer. Si on transforme tous les Q en K, bah, on peut plus faire K et Q. Voilà. Or, bah, Q, c'est la lettre, mais c'est aussi le Q, quoi. Donc, et le K, vous allez voir, c'est le K dans l'horloge. Donc, on peut jouer avec les lettres en tant qu'objet. Euh, Chez le guerre, des K et des... Ah, il faut quand même que je dise les lettres dans le bon ordre. K et Q. Chez le guerre, des Q et des K. Et on joue à Mushkaba. Te prends tiète à terre les mains, te buzzer, ne comprend rien. Un par chi, deux par là, te ne vaut jamais doute ce que te va. Nos pères savotent bien ce qu'ils faisaient, et une canjotte pot de cul pour rien. Si le cas dans l'horloge berloque, elle ce qui n'est pas content, n'a qu'à rajuster ce binocle, et puis ça s'est retire ses cloques. Voilà. Donc là, en fait, on arrive à comprendre c'est un jeu, hein, c'est un jeu qui est présenté par Géolibrecht dans l'original. On peut pas le transposer avec une graphie entre guillemets normée. Et donc, bah, comme je vous disais, on va jusqu'à la Triftong. Donc, dans son tout dernier ouvrage publié posthume en 1977, il y a ce texte, le Triftong. J'espère que vous l'avez là tout en bas. Hein. Donc là, on est dans le chauvinisme tournésien assumé. Hein. Je le dis avec un grand sourire si on ne me voit pas à l'écran. El Triftong, il n'y a qu'une langue au monde qui geule del Triftong. Terre tous savent bien, et que chez le Tournisien. Elle nous vit au Franchois, chez nous qu'on l'a fait, et sans se gravater, on boutique tout ça. On sait bien que le France a se berche à tourner, et que sans argonner, on meurt en Fenbranque. Voilà, donc la triphtongue, diphtongue, triphtongue tournésienne, et qui, donc c'est la seule langue, alors je ne suis pas persuadé, les linguistes diront que c'est pas la seule langue, voilà, qui joue de la triphtongue, mais c'est le tournésien, et c'est vrai que quand on arrive à tourner, quand on écoute les gens qui parlent picard, on est quand même au départ un petit peu dérouté par ces sonorités. À la lecture, on peut l'être encore un peu plus. Le nouveau français, donc ça revient tout à fait en écho au premier texte, vous lisez tout à l'heure sur les trois listes de France, voilà, c'est nous qu'on l'a fait, et sans se gravater, s'en enorgueillir. On boutique, on manipule tout ça. On sait bien que le France a se berche à tourner. Alors ça, c'est une allusion à Clovis, que dans le même ouvrage, il appelle Clos. Hein, il lui donne Clos. Voilà, Clos, c'est Clovis. Et donc, il y a beaucoup d'occurrences de tout ça avec Géolibret. C'est comment? Donc, je veux quand même, on va pas se quitter aujourd'hui sans un autre texte. Vous avez vu que je vous ai pas même pas encore donné sa bibliographie. Demain, vous aurez les documents avant le mois prochain, comme ça vous aurez le temps de lire et tout. Et puis, je veux au minimum que on ait le texte. Alors, ah bah, il vient de disparaître. Voilà, il revient là. Oui, le Guernier, qui est dans les cloques, donc dans son deuxième ouvrage. Euh, il est donc le Guernier, c'est un texte dont je pu avoir l'enregistrement, donc c'est formidable. Et on va écouter Géolibret qui va nous dire son texte. Euh, Le Guernier, c'est un coin de mon cœur que je ne connaissais pas. Débiboché, j'avoue basculer le porte, et pas les tiels, grimper jusqu'à dessous le théo, jusqu'à Nain, les colins puis sont mortes. L'un après l'autre, retournos Noël saisi, de revire ceux qu'elle attendait au pétette, reployos ses plèmes, et sera mon chlé au-dessus nid, autant d'amour qu'on a tiers amulette. Fremer le guernier, fini les amourettes, sur des quindus en nous repassant parmi, tu es ce qui dira, si un content fleurette, un cinq gueusant, on a pas mal quesi. L'explication maintenant. Donc le grenier, hein. Donc il remonte dans ses souvenirs. Le grenier, c'est quand même le lieu par excellence des choses qu'on garde et qu'on redécouvre de temps en temps. C'est un coin de mon cœur que je ne connaissais pas. Voilà, le grenier, c'est un petit coin de son cœur
ses pensées aussi. Des bibochets, j'avoue, basculé par le porte et par les tiels, hein, qu'il écrit les tiels, il pique pas latalise bien, par les tiels grimpé jusqu'à dessous le taux. Donc il a regrimpé sous le toit du grenier, donc par l'échelle. Du Canaan, les colombes, ils sont morts. Donc voilà, les colombes, c'est un peu le signe aussi du temps qui est passé. Donc les pigeons, les colombes, elles sont mortes sous le toit, et là, il y revient. L'un après l'autre, Tortournos Noël saisit, dervir elle ceux qu'elle atteint d'eau peut-être. Donc voilà, les colombes retournent leur œil, surpris, saisis, étonnés, dervir celui, elle ceux qu'elle atteint d'eau peut-être. Erployau ses plaies et ramonche-le dessus sni. Autant d'amour qu'on attire à Mulette. Alors là, il faut savoir que Mulette, il y a deux cimetières à tourner. Donc il y en a un, c'est Mulette, qui revient à aller à Mulette, c'est partir pour son dernier voyage, hein. Il cite les deux cimetières géolibrés. Donc les colombes, bah donc elles sont surprises et donc elles replient leurs plumes et puis elles se ramonchellent sur leur nid, elles se recroquevillent sur leur nid, autant d'amour qu'on attire à Mulette. Donc voilà, donc les colombes, ce sont les amours mortes, hein, peut-être des allusions comme ça. On voit des fois il y a des allusions à Aragon dans sa poésie, même en Picard, hein, donc il y a autant des amours mortes, ça peut être. Alors, Fromel le Guernier, fini les amourettes. Ai-je sur déquindu un or passant parmi. J'adore cette phrase. Je suis redescendu du grenier en repassant par moi-même, en me revisitant. Tchès, Ties, c'est Tchèche, c'est qui est-ce qui. Tchès qui dira un content fleurette, un cinguesan qu'on a pas mal quesi. Voilà, donc qui est-ce qui prétendra quand content fleurette, mais peut-être content fleurette à la poésie, au vers, peut pas simplement à une amourette ou un amour à Saint-Guesan, donc en devenant gueux, et puis donc en s'enhardissant dans les amours, est-ce qu'on n'a pas mal choisi? Est-ce qu'on s'est pas trompé de chemin? Bon, je n'ai pas de commentaire à faire, sans savoir si Géolibrecht s'est trompé de chemin ou pas. En tout cas, il a pris un chemin que peu ont pris, que peu ont parcouru. Continue un petit peu, encore une minute ou deux, pour vous dire que eh bien, dès que ces deux premiers recueils sont publiés, 63, 64, puis 65 pour la réédition. Mais quand c'est enregistré, c'est enregistré à partir de la version de 64. Il y a des petites nuances que, de toute évidence, il a lu la version de 64. Donc, il va obtenir le prix biennal dialectal de la ville de Liège, donc en Wallonie, hein. Et puis, donc, il a d'abord le prix de la poésie dialectale du gouvernement en 64 et en 69 le prix biennal dialectal de la ville de Liège pour l'ensemble de son œuvre dialectale. Donc, ça y est, en 1969, en 50 ans, hein, entre 63 et 69, voilà, 5-6 ans, eh bien, il a posé le jalon de la langue picarde en terre wallonne de langue à Liège. Et donc, bah, je crois que depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Vraiment, je ne vois pas à quel moment ça a cessé, que les générations d'auteurs picards se sont succédées sur ces traces-là, pas forcément dans les pas de Géolibrecht. Je ne pense vraiment pas que chacune se sente l'enfant de Géolibrecht, mais il a ouvert des portes qui ne se sont jamais refermées. Et à partir de là, beaucoup de monde est passé, peut-être sans savoir le travail fondamental qui avait été posé à ce moment-là par Géolibrecht. Alors, autour de 63-64, il y a, je ne sais pas par quel truchement. Je pense que c'est par le truchement de Marcel Hanard que je ne connais pas. Euh, il y a eu Marcel Hanard, c'est quelqu'un qui a fait, c'est un peu plus postérieur, il a fait des textes Picard pour aujourd'hui, par exemple, et donc dans lequel c'est une anthologie de textes de l'ensemble du domaine linguistique Picard, où il y a beaucoup de Tournaisiens et beaucoup de gens de la Somme, pas exclusivement, il associe dedans Pierre Garnier et puis Géolibrecht. Géolibrecht, on le retrouve dans pratiquement toutes les anthologies, toutes les sélections de textes, mais pas étonnamment, je vais revenir à Garnier, mais pas étonnamment dans le livre du Rouchy de Jean Dauby qui est publié en 79. Il y a beaucoup d'auteurs tournaisiens, il y a Paul Mailleux, Paul André que j'ai déjà cité aujourd'hui, et il y a pas Géolibrecht, il n'est pas cité du tout. Donc il n'est pas partout, tout le temps, et
76, il est disparu. 79, le bouquin de Dobby. Donc c'est juste après, quoi. Je dirais, ça pourrait être. Non, 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 il est absent. Et il y a quelques endroits comme ça où, tiens, il n'y a pas. Alors que dans tous les travaux faits par les universitaires amiénois, René Debrie en tête, il y a toujours Géolibrecht. Quand ça pourrait être Pierre Hivard pour La Forêt Invisible, la Maison de la Culture d'Amiens, il y a Géolibrecht, je dirais évidemment, nécessairement. Donc, des choses parfois un petit peu étonnantes. Toujours est-il que une amitié se noue de toute évidence entre Pierre Garnier et Géo Librecht. Hein. Il y a une correspondance. Violette Garnier, la fille de Pierre, m'a confié un certain nombre de documents et je l'en remercie. Ça permet comme ça de s'assurer que c'est pas simplement une vue de l'esprit. Là, il y a une photo de Librecht avec Pierre Garnier. Pierre Garnier pourrait quasiment être, oui, pourrait être le fils de Géo Librecht. Donc, ils ont donc cette complicité et Pierre Garnier va avoir une influence importante sur l'œuvre de Géo Librecht en l'initiant à la poésie spatialiste. Et Géo Librecht va s'y essayer. Il va essayer de mettre en forme des poèmes spatialistes en français et en picard, un peu plus en français qu'en picard d'ailleurs. Et donc, il va y avoir vraiment une complémentarité. Et dans Éclitra, il y aura des analyses, des critiques élogieuses des ouvrages publiés par Pierre Garnier. Et dans les livres cachés, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, Géo Librecht va reprendre les éditoriaux de Pierre Garnier. Et ça va aller jusqu'à tel point que donc le troisième ouvrage de Géo Librecht, qui s'appelle Albuquerque, en 1967, est publié par Éclitra. Hein, donc voilà, le tiret, on va y arriver à un moment ou à un autre. Oh, c'est super pénible ce truc. Voilà, comme ça marche. Voilà. Donc là, ça c'est le logo d'Eclitra. Et ce ne sont pas des tirets à part comme ça peut être le cas pour les autres ouvrages de l'audiothèque, parce que la numérotation, elle est faite en lettres romaines. La numérotation, la pagination. Elle est faite en lettres romaines. Les textes sont illustrés de quelques photographies, ce qui n'est pas du tout le cas des textes de Géolibrecht, qui laissent libre cours à l'imagination, même quand il parle d'un pont, des cloches, tout ça. Il y a des documents après, mais il n'y a pas dans le texte. Et donc, par contre, Albuquerque sera repris dans les livres cachés par ailleurs. Et donc, bien sûr, là, il y a toute une présentation, et puis, enfin, il y a une présentation, et puis il y a 25 textes à peu près qui sont présentés à ce moment-là dans Albuquerque. Donc c'est publié à Amiens et bien sûr ça va être connu en Belgique. Il n'y a pas d'exclusivité. Et donc il y a une véritable volonté de montrer une unité de langue picarde et au-delà de ça, une forme de complicité d'écriture dans la poésie, donc vraiment au cœur des années 60, là, on a 67, 65, 67, en plein dans cette époque-là. Alors on va rester là pour ce soir, parce que sinon on peut continuer jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à l'écrienne, mais là non, c'est chez Longjour, acheteur aux Ivoquois Clairs. Et puis on va regarder donc Géo Librecht vivant, hein, et puis on en reparlera le mois prochain. Euh, franchement, euh, n'hésitez pas à lire et à relire si vous avez quelques textes. Je vais vous passer ce qu'on a regardé aujourd'hui, bien sûr, mais si vous avez un recueil ou bien que vous êtes dans une anthologie, vous avez peut-être été un petit peu, en tant que Picard de France en particulier, à rebuter par une forme d'écriture, tout ça. Non, non, rentrez dedans doucement et puis relisez, lisez à voix haute. C'est toujours le conseil qu'on donne aux gens, mais non, Picard, ça peut se lire à voix haute, c'est bien. Puis la lecture à voix haute, c'est la lecture un peu traditionnelle. Mais la poésie, d'une manière générale, nécessite plusieurs lectures. La poésie de Géo Librecht est tout à fait accessible, elle est concrète, même quand il parle de choses de l'esprit, des interrogations sur après la mort, quand il y a de l'humour, on verra ça la prochaine fois. Je vous assure qu'en humour, c'est pas commun ce qu'il écrit en Picard. Quand c'est égrillard, c'est franchement égrillard. Et je crois bien qu'il n'a pas écrit ça en français, parce que d'après ce que j'ai lu de ses biographes qui ont analysé son écriture en français antérieurement aux années 60, ils le décrivent comme quelqu'un de sérieux, quelques-uns là, et dans lequel on ne rit pas. Et ben, franchement, en Picard, on s'amuse.
Pas tout le temps, mais on s'amuse. Et ça, c'est agréable. Et puis de temps en temps, on réfléchit. Puis à d'autres moments, on se promène dans les rues de Tournai. C'est ce que j'ai fait depuis quelques mois. Je me suis bien baladé dans les rues de Tournai sans bouger de ma chaise. Voilà, si vous avez quelques questions ou compléments, c'est par rapport à des petites ou grosses bêtises que j'aurais dites, surtout n'hésitez pas, c'est le moment.